Que ce soit au début d'une nouvelle année, après les vacances du temps des fêtes, que ce soit au début des vacances d'été avec le retour de la chaleur, ou encore au moment de la rentrée des classes à l'automne, nous sommes nombreux à prendre des résolutions de toutes sortes, que ce soit pour notre santé, en bougeant plus et en s'alimentant mieux, ou encore en vue de la réussite scolaire ou professionnelle, en adoptant une discipline irréprochable ou une nouvelle méthode de travail. Pour atteindre l'objectif, on fera des régimes, on s'inscrira au gym, on achètera un nouvel agenda et l'on composera des listes de tâches à accomplir sur une base quotidienne. Nous serons motivés à accomplir ces tâches. Si toutes ces résolutions sont bonnes pour nous et sont censées nous rendre plus heureux et satisfaits de nous-mêmes, on peut s'étonner du fait qu'elles soient souvent si difficiles à respecter. Puisque les résolutions visent notre bien propre, notre bien-être personnel, elles devraient idéalement être faciles à tenir. J'oserais peut-être même dire que ce serait normal que ce soit facile si c'est pour notre bien, non? À l'inverse, il devrait être difficile, voire douloureux, d'effectuer des choix que nous jugeons nous-mêmes mauvais pour nous. Mais nous savons tous que ça ne se passe pas comme ça. Le monde est rempli de gens qui, pour leur propre bien, formulent le souhait d'adopter tel ou tel comportement, mais ne le font pas. Et parfois même font tout le contraire. Voyez William qui voulait s'entraîner, mais qui passe ses soirées devant l'écran. Voyez Marie-Pierre qui voulait étudier, mais qui procrastine en trouvant 1000 autres choses à faire. Voyez Jean-Baptiste, le nutritionniste, qui s'empiffre. Voyez Adam, le dentiste, qui se gave de bonbons et qui néglige la soie dentaire. Voyez Mathieu, le professeur de philosophie, qui devrait faire son jogging, mais qui a préféré réchauffer sa chaise et manger des patates frites. J'ai mangé trop de patates frites. J'ai vu le fond du cornet. Toutes ces personnes auraient pu répéter la belle formule d'Ovide, poète de l'Antiquité romaine: « Je vois le bien, je l'approuve et je fais le mal. » Il y a là quelque chose de paradoxal. Je suis déchirée entre le bien et le mal, paradoxal. Quelle explication donnera-t-on du comportement des gens qui n'ont pas respecté leurs résolutions? Il y a fort à parier qu'on dira qu'ils n'ont pas pu résister. Leur volonté, vaincue par les désirs, s'est inclinée. Je devais sortir faire mon jogging, mais on m'a offert de bonnes frites. Je n'ai pas su résister, ce fut plus fort que moi. Ce type de problème de la vie courante, que nous rencontrons tous un jour ou l'autre, des philosophes s'en sont emparés il y a longtemps et ont cherché à mieux le cerner. La réflexion continue encore aujourd'hui sur ce sujet que l'on appelle communément le problème de la faiblesse de la volonté, ou akrasie, akrasia en grec ancien. Ça ne date pas d'hier qu'on a remarqué que les humains avaient tendance à vivre dans une apparente contradiction entre la connaissance qu'ils ont de ce qui est bon pour eux et les gestes concrets qu'ils posent dans leur vie. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un paradoxe. Dès l'Antiquité, donc, la question de la faiblesse de la volonté, ou akrasie, a été l'objet de réflexions très intéressantes. Mais qu'entend-on exactement par faiblesse de la volonté, ou akrasie? On parle généralement de faiblesse de la volonté ou d'akrasie lorsqu'une personne sait ce qu'il convient rationnellement de faire, mais qu'elle ne le fait pas, parce qu'elle n'a pas su résister à certains désirs. Pour mieux cerner ce qu'est la faiblesse de la volonté, ou akrasie, je vous propose aussi cette définition plus formelle et contemporaine, formulée par le philosophe norvégien John Elster dans son ouvrage intitulé « Agir contre soi, la faiblesse de volonté ». Précisons tout de suite que le mot « agent », utilisé dans cette définition, désigne un individu, un être doté de raison et capable de faire des choix. La définition de John Elster se déploie en 4 énoncés. 1. L'agent a des raisons de faire X.
2. L'agent a des raisons de faire Y. 3. Dans le jugement de l'agent, les raisons en faveur de X sont plus fortes que les raisons en faveur de Y. Et 4. L'agent fait Y. Aux yeux de certains, la définition de John Elster paraîtra assez abstraite, mais en réalité, il suffit de remplacer les variables par du contenu concret pour voir que ce n'est pas bien compliqué. Par exemple, on peut remplacer la variable X par faire du jogging et la variable Y par manger des patates frites. Une fois les variables remplacées, cela donne 1. L'agent a des raisons de faire du jogging. 2. L'agent a des raisons de manger des patates frites. 3. Dans le jugement de l'agent, les raisons en faveur de faire du jogging sont plus fortes que les raisons en faveur de manger des patates frites. Et 4. L'agent mange des patates frites. Nous pouvons constater ensemble que cette définition fait écho à la belle formule d'Ovide employée tout à l'heure. Je vois le bien, je l'approuve, et je fais le mal. Je sais qu'il est mieux de faire du jogging que de manger des patates frites, mais je mange des patates frites quand même. J'avais prévu étudier pour mon examen de mathématiques de demain matin, mais j'ai passé toute ma soirée à manger des patates frites puis à jouer à Mario Kart. Malbouffe plus procrastination égale sentiment de honte. J'ai mangé trop de patates frites. J'ai vu le fond du cornet. Tout est arrivé si vite. Et maintenant j'ai des regrets. Quand mon corps m'envoie des signes, je ne l'écoute jamais. La peau comme un élastique, un grand écart de l'abdomen. Le sujet de la faiblesse de la volonté est intéressant pour plusieurs raisons, entre autres parce qu'il force la réflexion sur le rôle de la raison, des désirs et de la connaissance dans nos vies. Maintenant, pensez aux gens autour de vous. Mon pari est que la plupart des gens que vous connaissez reconnaissent que la volonté peut effectivement défaillir. Autrement dit, la plupart des gens adhèrent à l'idée que la volonté est souvent trop faible ou insuffisante pour nous permettre de résister à certains désirs ou certaines tentations, nous détournant ainsi de nos bonnes résolutions. Mais si la plupart des gens avaient tout faux? Contrairement à l'opinion commune, Socrate, tel que présenté dans les œuvres de Platon, soutenait l'idée que la faiblesse de la volonté est impossible. Autrement dit, la volonté humaine ne peut défaillir. Mais comment peut-on affirmer une telle chose qui semble contredire notre expérience commune? Voyons voir. Pour le Socrate que nous présente Platon dans son œuvre, et probablement pour Platon lui-même, l'être humain, doté de la raison, agit en fonction du savoir qu'il possède, ou croit posséder. D'une certaine manière, le savoir commande l'être humain. Ainsi, si je possède réellement la connaissance de ce qui est bon pour moi, l'être rationnel que je suis agira en conséquence. Ma volonté ne faillira pas à la tâche. Dans cette perspective, pour Socrate, il est évident que personne ne causera son propre malheur volontairement. Dans le Gorgias, œuvre célèbre de Platon, Socrate dit à son interlocuteur Polos « C'est donc le bien que les hommes recherchent. S'ils marchent, c'est qu'ils font de la marche à pied, dans l'idée qu'ils s'en trouveront mieux. Au contraire, s'ils se reposent, c'est qu'ils pensent que le repos est mieux pour eux. N'agissent-ils pas ainsi pour en retirer un bien? » Pour Socrate, nous agissons toujours au meilleur de nos connaissances en vue de notre bien, de notre bonheur. Nous ne manquerons pas de volonté pour parvenir à l'objectif tel que nous le concevons. Répétons, personne ne saurait se faire du mal à lui-même volontairement. Mais alors, comment Socrate explique-t-il le comportement de ceux qui prétendent savoir ce qui est bien pour eux, mais qui agissent à l'encontre de leur intérêt malgré tout? Socrate, j'ai mangé des patates frites au lieu de faire mon jogging. Je sais que ce n'était pas génial, mais c'était vraiment plus fort que moi. Écoute, Socrate,
Je sais que fumer est mauvais pour moi, mais c'est si bon. Je pense quand même arrêter avant de perdre la forme. » Socrate vous offre sa désapprobation. Au lieu de blâmer notre volonté soi-disant faible et de nous dire vaincus par les désirs et les plaisirs, Socrate nous invite à porter notre attention ailleurs. Sommes-nous bien certains de posséder le savoir de ce qui est bien pour nous? Autrement dit, sommes-nous à la hauteur de notre prétention à la connaissance? Que savons-nous vraiment? Comme Socrate et comme Michel de Montaigne dans la suite, chacun de nous peut se demander « Que sais-je? Que sais-je vraiment? » Malgré ce qu'elle en dit, la personne qui n'arrive pas à arrêter de fumer est-elle réellement consciente des méfaits de la cigarette sur sa santé? Celui qui n'arrive pas à se maintenir en forme est-il réellement conscient du risque qu'il court en étant inactif? On dira que tout le monde sait que la cigarette et la sédentarité sont mauvais pour la santé, mais est-ce bien vrai? C'est ici qu'il peut être utile d'avoir recours à une distinction toute simple que j'ai trouvée dans l'ouvrage de Claude Paris et d'Yves Bastarache, Philosophie, pensée critique et argumentation. La distinction entre le fait d'être propriétaire ou locataire de ses idées. Paris et Bastarache disent « Nous avons tous des opinions, rien de plus naturel et de plus facile. Mais les avons-nous déjà mises en question? Y avons-nous appliqué le doute méthodique pour en tester la valeur? Nos opinions nous appartiennent-elles toutes ou certaines ne sont-elles qu'empruntées? Bref, sommes-nous propriétaires ou locataires de nos opinions? Pour vérifier si nous sommes propriétaires ou locataires de nos opinions, il suffit de se demander si nous sommes en mesure de justifier personnellement ces dernières. Si nous sommes capables de les justifier de manière satisfaisante et suffisamment approfondie, alors nous sommes propriétaires. Si nous sommes incapables de les justifier, nous n'en sommes pas vraiment propriétaires. D'où tenons-nous notre opinion alors? Peut-être que je crois savoir que le sport est bon pour moi à cause des avis d'experts que j'ai lus et entendus. Cela peut être une bonne idée d'en appeler aux experts reconnus dans leur domaine, mais cela ne nous rend pas plus savants pour autant. Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu sans pour autant détenir le savoir. Par exemple, je sais qu'il y a des trous noirs dans l'univers parce que je me fie à une panoplie de grands scientifiques, mais je n'en aurais pas bien long à vous dire sur le sujet et je serais incapable de dire comment les trouver et les étudier. Nous pouvons tous répéter des idées comme « le sport est bon pour la santé »,« fumer est mauvais pour la santé ». Mais force est de constater que nous sommes ici de bien gentils perroquets. Après un examen minutieux, il me faudra peut-être admettre que je ne sais pas vraiment, que je suis bien plus ignorant que savant, que même s'il peut être judicieux de me fier à l'expert qualifié dans son domaine, son savoir ne passe pas de son cerveau au mien simplement parce que je lui accorde ma confiance. Je ne suis pas propriétaire du savoir qui m'amènerait à agir pour mon bien. Je ne suis pas suffisamment instruit ou convaincu des avantages de pratiquer telle ou telle activité physique, par exemple. Socrate veut que nous fassions l'examen de nos connaissances et que nous reconnaissions qu'au fond, notre prétention au savoir et à l'expertise n'est pas toujours légitime, que si elle l'est dans très peu de domaines. Que savons-nous vraiment? Souvenons-nous que Socrate lui-même s'avouait ignorant. « Je sais que je ne sais rien », disait-il. Donc, si on reprend, selon Socrate tel que Platon nous le présente dans ses écrits, si je fume ou si je néglige le sport, c'est que, intimement, je ne suis pas vraiment instruit ou convaincu du risque que je prends. Si un être humain possède vraiment la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal pour lui-même, il ne s'écartera pas du droit chemin. L'être humain rationnel ne peut vouloir autrement que d'être heureux. Le raisonnement est intéressant, mais soulève aussi des objections légitimes qui ont créé des débats. Par exemple, pouvons-nous vraiment affirmer que Jean-Baptiste, le nutritionniste qui s'empiffre, est un ignorant? Après tout, il a fait des études en nutrition. Cela ne devrait-il pas le vacciner contre son ignorance en la matière?
Et qu'en est-il d'Adam le dentiste qui se gave de bonbons et qui néglige la soie dentaire? Un ignorant, lui aussi? Dire du pneumologue qui fume un cigare qu'il est un ignorant, n'est-ce pas un peu fort de café? De plus, est-il exact d'affirmer que l'être humain est rationnel en tout, que ses erreurs proviennent seulement de son ignorance? Posséder un savoir nous mène-t-il vraiment à agir conformément à ce savoir? Quel est le pouvoir du savoir ou de la connaissance sur les actions des gens? Est-ce que la connaissance de ce qui est bon pour nous a véritablement un impact concret sur nos choix? Peut-on agir de mauvaise foi et négliger la connaissance vraie? Peut-on se faire du mal à soi-même volontairement? En s'interrogeant sur ces sujets, Platon ouvrait la voie à un vaste champ d'études qui nous pousse à nous questionner sur la place de la rationalité dans nos vies et dans nos processus de prise de décision. Plus globalement, c'est aussi une invitation à réfléchir sur ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. On aura constaté que le problème de la faiblesse de la volonté est un sujet très concret et absolument universel, c'est-à-dire qui concerne tout le monde, partout et à des époques différentes. Cela nous permet de rappeler le caractère universel de la philosophie, une aventure humaine qui s'adresse à tout un chacun. Comme le disait Terence, poète de l'Antiquité, « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » J'ai mangé trop de patates, trop de patates, trop de patates frites. Trop de patates, trop de patates, trop de patates frites. Trop de patates frites. J'aimerais que l'on m'explique pourquoi elles me font cet effet. Accro comme un alcoolique, assez croustillant bâtonnet. Oh, et puis quand je me laisse aller, je deviens comme un animal. Jamais, jamais j'essaie. Il faut que je finisse le sac. Et chaque fois que je le fais, je deviens un peu plus baquet, bien baquet.